Les amis, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, votre traditionnel débrief des matchs de la journée de l'Euro. Voilà le topo un peu traditionnel maintenant. On va évoquer évidemment le début de cette deuxième journée de l'Euro 2024 avec des équipes qui avaient à cœur de confirmer leur bonne forme affichée lors de la première journée, des équipes qui devaient déjà se relancer puisqu'elles étaient au pied du mur. Au programme, on va parler du derby des Balkans de 15 heures entre la Croatie et l'Albanie. On va aussi évoquer le match de 18 heures entre l'Allemagne et la Hongrie, un match sous haute tension pour les Hongrois qui devaient absolument faire match nul ou l'emporter pour espérer encore se qualifier après leur défaite initiale face à la Suisse. On va également parler du match qui vient de s'achever entre l'Écosse et la Suisse avec une équipe de Suisse qui est pratiquement déjà qualifiée grâce à ce match nul pour les huitièmes de finale, tandis que pour les Écossais, il va falloir impérativement gagner le dernier match face à la Hongrie dans ce qui fera un peu office de finale pour la troisième place. On va tout de suite évoquer le match de 15 heures entre la Croatie et l'Albanie, deux équipes qui sont animées par un sentiment patriotique et nationaliste très fort. Lorsque l'on a évidemment évoqué, ou en tout cas lorsqu'on s'est intéressé à l'histoire de l'ex-Yougoslavie, on sait très bien que la Croatie et l'Albanie nourrissent un sentiment patriote très fort et c'était un peu un derby des Balkans, alors moins tendu qu'un Serbie-Croatie. Je pense qu'il y a moins de tension entre Croates et Albanais qu'entre Croates et Serbes, donc c'est vrai que c'était un match qui était plutôt bon enfant. Bon, j'ai envie de dire, il y avait quand même de l'ambiance dans les tribunes, on sentait que c'était un peu chaud entre les joueurs, mais c'est vrai qu'il y a un contexte géopolitique et historique qui n'est pas à éluder, comme lors du Allemagne-Hongrie, on en parlera après, mais c'est vrai qu'il y a aussi une histoire particulière entre ces deux nations, et donc deux nations qui sont animées par un sentiment patriotique très fort et qui avaient à cœur de l'emporter pour évidemment montrer leur suprématie, entre guillemets, leur suprématie sportive sur les Balkans, bien sûr. Alors sur le papier, avantage à la Croatie, qui dispose d'un meilleur effectif, qui a évidemment un meilleur passif sur les dernières compétitions internationales, mais c'est vrai que sur ce match-là, eh bien l'Albanie m'a vraiment surprise. Alors ils ont affiché les mêmes faillites mentales que lors du match face à l'Italie, c'est-à-dire qu'ils ont ouvert le score, mais dès qu'ils ont concédé l'égalisation, ils ont rapidement concédé le 2-1, et ça forcément c'est très problématique, mais c'est vrai que mentalement, malgré le fait de s'être sabordé ainsi, d'avoir vu la Croatie marquer 2 buts coup sur coup, eh bien ils ont parfaitement su se relancer pour égaliser sur ce superbe mouvement collectif à la dernière minute, et c'est vrai que ce match laisse un peu un goût amer pour les Croates qui malheureusement font de partout après avoir perdu le match initial face à l'Espagne. Donc une équipe de Croatie qui montre pas mal de faillites défensives, 3 buts encaissés face à l'Espagne, 2 buts encaissés face à l'Albanie, et globalement sur le match, une équipe de Croatie qui a tenu le ballon parce qu'ils ont les joueurs de ballon pour le faire au milieu de terrain, mais une équipe qui manque un peu d'un ailier explosif, qui manque un peu d'un milieu offensif créatif, et en ce sens-là, lorsque Brozovic, qui est très mauvais depuis le début de la compétition, est sorti à la mi-temps, et ça c'est un choix très fort de la part de Dalic de sortir l'un de ses leaders de milieu de terrain pour faire rentrer le zone Susic, et bien ça a rapidement tout changé parce que Susic a apporté énormément offensivement, il a porté le ballon, il a essayé de casser des lignes, il a montré des choses évidemment très intéressantes. Donc c'est vrai que en ce sens-là, sortir Brozovic, qui évidemment était plutôt neutre depuis le début du match, ça a apporté beaucoup de choses, notamment offensivement, avec ce joueur Susic qui a apporté beaucoup évidemment entre les lignes et dans la créativité. Mais globalement, cette équipe croate, elle a des limites, c'est qu'elle sait jouer au ballon, elle sait ressortir le ballon aussi. On voit qu'il y a vraiment un schéma de jeu qui est bien travaillé, notamment au niveau de la possession de balle pour essayer de déséquilibrer le bloc adverse. Mais d'un autre côté, on a une équipe qui malheureusement manque de joueurs de déséquilibre pour essayer vraiment de faire mal à la défense adverse, et l'Albanie a juste eu à avoir un bloc très solide, mais attention, il n'était pas dans le stéréotype de la défense solide qui venait simplement pour essayer de faire un 0-0. Il voulait vraiment avoir des ambitions dans le jeu et essayer de marquer des buts. En ce sens-là, ils ont marqué le premier but. Bon, Livakovic se saborde un peu, mais l'action est bien construite, centre, tête, ça fait but. Et puis le dernier but aussi, le but de l'égalisation est parfaitement bien construit, donc on n'était pas sur une équipe d'Albanie qui était venue pour défendre. On est vraiment sur une équipe d'Albanie qui était au pied du mur, qui avait perdu son premier match et qui avait à cœur évidemment de l'emporter pour espérer se relancer. Et finalement, les deux équipes peuvent avoir un goût amer dans la bouche parce que les Croates ont mené 2-1, les Albanais ont aussi mené 1-0. Donc c'est vrai qu'au final, ce match nul n'arrange personne puisque les deux équipes sont condamnées à gagner leur dernier match respectivement face à l'Italie et face à l'Espagne, et ça ne va pas être chose aisée. Donc globalement, cette équipe croate, elle a beaucoup de joueurs de ballon, elle est capable de ressortir les ballons, elle est capable de proposer du jeu, mais il y a des joueurs qui sont vieillissants comme Brozovic, comme Modric. Bon, Modric était meilleur que lors du premier match, mais on sent tout de même qu'il est vieillissant. Elle manque de joueurs de percussion, elle manque de joueurs de déséquilibre, et ça évidemment
C'est un problème et je pense que l'Albanie manque tout simplement de cette expérience, de cette roublardise parce qu'ils ont répété la même erreur sur les deux matchs, c'est-à-dire encaisser 2 buts coup sur coup et ça évidemment dans un euro ça ne pardonne pas. Les deux équipes sont condamnées à gagner leur dernier match si elles veulent se qualifier, ça ne sera pas facile face à l'Espagne et face à l'Italie. On va maintenant évoquer le match de 18h entre l'Allemagne et la Hongrie. Je parlais tout à l'heure de contexte géopolitique et historique très fort dans le derby des Balkans. Dans le Allemagne-Hongrie, c'est la même chose. On se rappelle que lors de l'Euro 2021, il y avait eu ce litige entre le gouvernement hongrois et le gouvernement allemand autour de l'illumination du stade. Je crois que c'était le stade hongrois qui devait recevoir le match de l'Euro 2021 entre l'Allemagne et la Hongrie. Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, avait refusé d'illuminer le stade aux couleurs LGBT. Ça avait provoqué un tollé en Allemagne et depuis, les relations entre les deux pays sont assez tendues. La Hongrie est évidemment gouvernée par ce qu'on pourrait appeler comme un gouvernement d'extrême droite. Donc forcément, ça ne fait pas les affaires de l'Allemagne et ça peut créer quelques litiges. Donc c'est vrai que sur le plan politique, ces deux pays ont deux lignes directrices qui sont totalement différentes et ça forcément, ces deux lignes idéologiques totalement différentes peuvent générer quelques conflits, quelques frictions. Donc ça, c'était un peu pour le contexte politique du moment. Mais c'est vrai que sur le match de football, on doit évidemment parler de foot sur la chaîne, mais c'est important aussi d'avoir un contexte politique parce que c'est l'euro et l'euro est fortement politique, tout comme le football en général. Mais sur le match, on a vu un match avec beaucoup d'intensité et d'ailleurs, c'est le propre de tous les matchs de cet euro. Tous les matchs de cet euro sont très intenses, vraiment avec beaucoup de rythme. Et c'est vrai qu'on a souvent critiqué les compétitions internationales de fin de saison parce que souvent elles pouvaient manquer de rythme puisque les joueurs étaient un peu fatigués à l'issue d'une saison qui est évidemment très usante, très longue pour la majorité des joueurs de classe internationale et au final on se rend compte que cet euro eh bien, il est très intense, il y a beaucoup de rythme et on ne sent pas du tout de joueurs fatigués. Cette équipe allemande elle a été pressée au début par une équipe de Hongrie qui défendait en avançant, une équipe de Hongrie qui n'a pas affiché le même visage que face à la Suisse. Là ils ont vraiment voulu essayer de mettre en place un pressing, ils ont vraiment voulu essayer d'aller chercher cette équipe allemande, en atteste quelques passes en retrait de Florian Wirtz parce qu'au début du match, le milieu de terrain du Bayer Leverkusen était condamné à chaque fois à revenir en retrait parce qu'il était systématiquement pressé par un Hongrois. Donc c'est vrai qu'au début du match, les Allemands étaient plutôt pressés par cette équipe hongroise qui défendait en avançant. On a aussi dit que pour Toni Kroos, ce serait moins facile de faire le jeu parce que les Hongrois allaient venir le chercher, mais au fur et à mesure du match, ça s'est un peu estompé et c'est dû à la qualité technique des Allemands. J'ai en mémoire un double contact de Wirtz qui parvient à sortir du pressing. J'ai en mémoire les multiples dribbles de Musiala qui lui permettent de se sortir des petits espaces. Donc c'est vrai qu'au final, la qualité technique des Allemands a fait la différence et dans les petits espaces, cette équipe allemande a des joueurs de grande qualité qui leur permettent évidemment de se sortir des pires pressings. Et globalement, cette équipe hongroise, elle m'a beaucoup plu que lors du premier match, mais ça ne suffit pas face à cette équipe allemande qui est évidemment pourvue de beaucoup de talents de grande qualité. Le but de Musiala est magnifique. Le but de Gundogan aussi est très beau pour venir sceller la victoire allemande. Et si je devais donner un qualificatif pour ce match allemand, je dirais que l'Allemagne a été tout en maîtrise face à la Hongrie aujourd'hui. Elle a été inquiétée. Il y a eu le coup franc de Szoboszlai, il y a eu le sauvetage sur la ligne à la fin, à la 89e minute. Et si à ce moment-là, la Hongrie réduit la marque, il peut y avoir 5-10 minutes de folie dans le temps additionnel qui aurait pu faire flancher les Allemands, qui portent encore les stigmates, les traumatismes de ce qui a pu se passer en 2018 ou encore en 2022 à la Coupe du Monde. Donc c'est vrai que psychologiquement, si tu tapes un peu sur cette équipe allemande, peut-être que tu peux leur faire mal. Et s'il y a 2-1 à la 89e minute et qu'il n'y a pas ce sauvetage sur la ligne, peut-être que les Hongrois peuvent offrir un temps additionnel complètement fou. Mais c'est vrai que finalement, sur ce match-là, on a vu une belle équipe de Hongrie, mais qui ne peut absolument rien faire face à la force collective qu'a su créer Julian Nagelsmann en seulement quelques mois. On a une équipe qui est vraiment préétablie, et puis même les entrants. Il s'est permis le luxe de faire sortir Wirtz très tôt, de faire sortir Havertz très tôt aussi en même temps, vers la 53e, 54e minute. Il s'est aussi payé le luxe de faire sortir Musiala. Et quand on voit les entrants, que ce soit Sané, Führich, Füllkrug, il y a vraiment beaucoup de qualité. Et ça, c'est made in Bundesliga. C'est que la Bundesliga est souvent très critiqué, mais il y a peu d'équipes qui arrivent à aligner autant de joueurs de leur championnat domestique. Et là, sur la fin, quand on regarde, il n'y a que des joueurs du championnat domestique allemand, de la Bundesliga, et ça montre que la Bundesliga est capable de donner et de produire des talents qui peuvent évidemment faire le bien de la Nationalmannschaft. Et ça, évidemment, c'est très rare. Il y a la Première Ligue, parce qu'on connaît la force financière de la Première Ligue, mais il y a peu de championnats qui peuvent se targuer d'avoir des joueurs qui représentent la sélection nationale à l'international, bien sûr, sur les grandes compétitions. Quand tu finis avec Undav, Führich, Mittelstedt qui sont de Stuttgart, quand tu finis avec Schan, Füllkrug qui sont de Dortmund, Sané qui est du Bayern Munich, c'est vrai que ça montre que la Bundesliga a un vivier plutôt intéressant. En tout cas, le boulot est fait pour l'Allemagne qui s'est imposée tout en maîtrise face à la Hongrie, qui a pu être inquiétée. C'est vrai que sur certaines phases de contre hongroises, ils ont pu être quelque peu déséquilibrés parce que Kimmich et Mittelstadt montaient très haut. C'est vrai que Kimmich était souvent présent au deuxième poteau.
C'est vrai que Mittelstadt monte énormément, donc c'est vrai qu'il y a eu quelques phases de déséquilibre, d'autant plus que Jonathan Tah n'est pas connu pour être très rapide, donc des fois tu peux être un peu déséquilibré, mais globalement il y a aussi cette tête de Varga qui passe juste à côté, donc la Hongrie a peut-être quelque peu manqué d'efficacité, mais systématiquement il y avait un pied allemand aussi pour bien défendre, il y a une équipe allemande qui est aussi très disciplinée, qui a appris du passé, et c'est vrai que hormis ces quelques phases de contre, hormis ces occasions hongroises qui ont été facilement concédées, on ne peut pas dire que l'Allemagne ait été spécialement inquiétée face à la Hongrie. On va maintenant parler du dernier match, le match de 21h entre l'Écosse et la Suisse. Et c'était une victoire obligatoire pour les Écossais qui s'étaient fait écraser sur le match face à l'Allemagne, le match d'ouverture 5-1. Et évidemment, l'heure était à la relance pour les coéquipiers d'Andrew Robertson. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils ont affiché un visage très séduisant sur les 15-20 premières minutes. J'ai bien aimé cette équipe écossaise qui était animée de très bonnes intentions, qui allait chercher cette équipe suisse. Et ça a d'ailleurs débouché sur un but, mais l'Écosse s'est frottée à une limite, c'est qu'au final, il manque un peu de joueurs techniques, il manque un peu de joueurs créatifs pour faire la différence. Là où la Suisse a Endoy, Vargas ou encore Shaqiri qui étaient titulaires, eh bien l'Écosse n'a pas vraiment de joueurs pour venir faire le jeu. C'est pourquoi Robertson joue presque ailier gauche, c'est pourquoi McTominay est presque devenu en numéro 10 alors qu'à Manchester United, il porte les gourdes et il évolue numéro 6. Donc c'est vrai qu'il manque un peu de ce joueur technique, mais ça c'est le propre des équipes britanniques comme l'Irlande du Nord, comme les Pays de Galles, comme l'Écosse qui malheureusement n'ont pas souvent ce joueur technique pour faire les différences devant, puisque c'est dû à leur football qui est très rustre. Traditionnellement, je parle, hein, il y a évidemment des magnifiques joueurs de football dans ces pays-là, mais globalement, la ligne directrice, c'est d'avoir des vrais joueurs qui vont au combat. C'est vrai qu'ils se sont heurtés à une limite technique qui est qu'il n'y a pas vraiment de créativité dans cette équipe, et quand tu mets le premier but, tu n'as pas le joueur créatif pour venir créer une occasion pour favoriser un deuxième but. Et ça, évidemment, c'est problématique, alors que la Suisse, évidemment, a Endoy qui est très intéressant, Vargas qui sont très remuants, Shaqiri aussi très expérimenté. Donc c'est vrai qu'au final, cette équipe suisse, elle a pris le dessus parce que techniquement, elle est meilleure que l'Écosse, elle a de meilleurs joueurs, c'est tout simplement une meilleure équipe. Mais il est vrai que la Suisse a eu du mal sur la fin du match puisque l'Écosse a pris le dessus. J'ai en mémoire un poteau vers la 70e minute qui aurait pu faire pencher la balance en faveur des Écossais. Mais il est vrai que les Écossais ont affiché un bien meilleur visage que sur le match face à l'Allemagne. Ils sont tout à fait capables de produire du jeu, ils sont tout à fait capables de se procurer des occasions. Mais malheureusement, je pense qu'il manque un peu ce step du joueur technique qui pourrait vraiment venir faire des différences. Là aussi, je trouve que Che Adams, par exemple, c'est beaucoup trop limité. Et côté suisse, beaucoup de jeux en triangle, vraiment une très bonne organisation. Il y a vraiment des joueurs techniques qui peuvent faire flancher n'importe quelle défense du monde pour moi parce qu'il y a vraiment de la qualité chez cette équipe suisse. Mais malheureusement, ils n'ont pas eu l'efficacité nécessaire. Et surtout, j'ai trouvé qu'ils ont été un peu friables défensivement. Donc, il y a le contre son camp de charme, mais il y a aussi pas mal de situations. Il y a quelques incompréhensions. C'est peut-être dû au fait que cette défense à 3 est encore nouvelle. Mais c'est vrai que globalement, le navire a un peu tangué côté suisse défensivement et offensivement. Ils auraient peut-être dû être beaucoup plus efficaces, mais le boulot est fait, ils sont qualifiés à 90%. Maintenant, pour les Écossais, il va falloir gagner le dernier match face à la Hongrie avec une bonne différence de but, et je pense que l'Écosse est tout à fait capable de battre la Hongrie. C'était moins évident avant la deuxième journée, mais là, je pense qu'ils sont tout à fait capables de battre les Hongrois. Ça va être un très beau match à suivre pour la troisième place. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner votre prono, à me dire ce que vous avez pensé de ce début de deuxième journée, à vous abonner, à liker et à partager. Merci beaucoup.